Du pain et des jeux, la formule magique de la bonne politique sous la Rome antique vaut-elle encore au XXIe siècle? On va en parler avec Olivier Guèze. Bonsoir, journaliste et auteur de ce livre sur l'art de l'esquive et du dribble au Brésil. C'est chez Grasset. Qui est le meilleur dribbleur en politique aujourd'hui en France, d'un point de vue technique, j'entends, technique de politique. Technique de politique. C'est vrai que jusqu'à présent, François Hollande était pas mal à ce niveau-là, mais là, il se fait quand même contrer de plus en plus, voire tacler. C'est pas évident à droite. Il y a beaucoup de dribbleurs, mais aussi se font tacler de plus en plus. Vous en connaissez un, vous avez quelqu'un en tête? J'en connais quelques-uns, mais c'est vous mon invité ce soir sur ce plateau. Voilà, un spécialiste, un passionné de politique et de football, il va y avoir matière. Alors, François Hollande était à Clairefontaine aujourd'hui, vous le savez, vous avez suivi sur télé. Il a rendu visite aux Bleus avant leur départ pour le Brésil. Son prédécesseur l'avait fait pour la Coupe du Monde en 2008. Avant lui, c'était Jacques Chirac, on s'en souvient, en 98. Ça d'ailleurs, ça lui avait porté chance, puisque la victoire des Bleus lui avait permis de se relancer après le désastre de la dissolution. C'était un an avant et au moment de la Coupe du Monde, il avait gagné 15 points en président supporter. Est-ce que vous pensez que le parcours des Bleus peut avoir un effet sur la courbe de popularité du président? Ça peut avoir un petit effet. Maintenant, François Hollande, il va être avant tout jugé par rapport au chômage. Et même une victoire à la Coupe du Monde permettrait effectivement à François Hollande probablement de passer un bel été. Le mois d'août va arriver, les Français seront en vacances, en tout cas ceux qui peuvent partir, mais dès le mois de septembre, il sera de nouveau jugé avant tout sur le chômage. Oui, parce que ce qui se passe dans du pain et des jeux, effectivement, les jeux fonctionnent si on a aussi le pain. Jean-Claude Dacier est en train d'arriver avec un peu de retard. Installez-vous, Jean-Claude. Un autre grand spécialiste, vous pouvez passer devant la caméra, un autre grand spécialiste du football et de la politique qui était retenu dans les embouteillages. Merci de nous avoir rejoints. Malgré tout, je vous ai inventé une excuse au dernier moment. Je ne sais pas si c'est ça, mais on va dire que c'était ça. J'étais en train de poser la question. François Hollande en visite chez les Bleus aujourd'hui. Sa courbe peut être indexée sur le parcours des Bleus, d'après vous? Écoutez, ça, j'en suis pas tout à fait sûr. Moi, ce qui m'impressionne, je vais vous dire beaucoup en première lecture sur cette visite du président aux Bleus, c'est, comment dire, c'est sa capacité extraordinaire à encaisser. Quand on regarde ces sondages, et notamment le dernier qui sort ou qui va sortir dans le Figaro Magazine de 3% qui le souhaitent comme candidat de la gauche en 2017. Vous le voyez, c'est assez impressionnant, je trouve. Alors, on est un peu à côté de notre sujet, mais je trouve que ça mérite d'être souligné parce que ce président, qui est quand même au plus mal, pour qui la période est extraordinairement difficile, trouve la force intérieure. Il donne un change absolument magnifique, comme si rien de cet environnement formidablement hostile ne l'atteignait, et il va soutenir les Bleus. Il va sans doute peut-être aussi espérer qu'à l'inverse ou qu'en sens contraire, cet entretien, cette réunion sympathique l'aidera peut-être un peu à améliorer même au minima l'image qui est la sienne auprès des Français. En tout cas, ce n'était pas forcément une parenthèse totale selon lui, parce que quand on l'écoutait parler aux Bleus, on avait un petit peu le sentiment qu'il parlait de sa situation. Écoutez. Vous ayez la pression. C'est la pression parfois qui crée le désordre. Mais vous avez, je pense, suffisamment d'esprit collectif et de sens de ce que vous pouvez apporter à votre équipe et au pays pour savoir ce que vous avez à faire. Voilà, pas de pression, jouer collectif. Bon, la métaphore est à peine volée là. Oui, non, elle est facile. Elle est facile. Non, ce sont deux clés pour réussir en football. Oui, ça de toute façon, ça c'est la base. Non, mais je crois aussi qu'il a vraiment voulu se faire plaisir. François Hollande adore vraiment le foot. Football, vous avez raison. Il adore le foot. En plus, là, c'est une visite qui n'est pas contestable. Les Bleus recommencent à être un petit peu populaires. En tout cas, on leur refait un petit peu confiance. Et donc là, il s'est offert du bon temps pendant 2 heures. Après, oui, s'il peut capitaliser politiquement, mais c'est beaucoup trop tôt. Là, les Français sont qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est le minimum. Ils ont battu la Norvège en match amical, ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Et là, je crois qu'il s'est avant tout fait plaisir ce matin. Il y a une autre phrase qui est intéressante, où on ne sait plus si on est dans le football, dans la politique. On l'écoute, parce que je suis sûr que c'est celle dont vous vouliez parler. Aussi, je suis certain que c'est celle-là. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Enfin, il n'y a pas que des mauvaises. Donc faites en sorte que l'équipe de France soit tous les jours une bonne nouvelle. Et ça tient à vous, ça tient aussi à nous, parce que je ne veux pas qu'on puisse chaque fois vous mettre trop de pression sur vous. Soyez libérés. C'est en étant libérés qu'on est le plus combatif. Et puis, sachez bien que
vous allez donner beaucoup de rêves à beaucoup de jeunes. Et il ne faut jamais décevoir les rêves. C'est extraordinaire, il se parle à lui-même. Enfin, je ne suis pas psychiatre. Et ne me pique pas d'analyse psychanalytique, mais quand même, c'est une phrase extraordinaire. Ne décevez pas la jeunesse et les rêves que vous avez suscités. Qu'est-ce qui est plus grave, décevoir un supporter ou décevoir un électeur? C'est souvent le même. Oui. Ça peut être le même. Le problème, c'est que c'est souvent le même. C'est une réunion, et elle a été rapide, 1h30, mais regardez, il y a de la bonne humeur, il y a de la joie, il y a de la satisfaction. Je pense que ça était malgré tout pour lui un bon moment, mais à peine sorti de Clairefontaine, les emmerdes recommencent et cette situation extraordinairement difficile. Je trouve que c'est assez intéressant de le voir évoluer comme si de rien n'était. Et puis voilà, je crois qu'il est tout à fait sincère dans sa démarche, sincère dans les souhaits qu'il peut formuler à l'équipe de France et à ses joueurs, parce que c'est vrai que c'est un amoureux du foot. Et voilà. Mais apparemment, il connaît quand même pas absolument tous les joueurs. Il avait une fiche sur chacun, un mot sur chacun. Regardez, non mais c'est un petit détail, mais regardez ça par exemple. Puis il y a parole pour Mandanda parce qu'il n'est pas là. Et puis il y a parole pour Mandanda parce qu'il n'est pas là. Voilà, c'était bien vu. Bon, c'est Mandanda, c'est pas grave ou ça fait tout casser l'opération de communication, ça? C'est pas très grave. Il a un peu autre chose à faire quand même. Mais je pense qu'il serait bien resté 2-3 semaines avec eux, en fait. Partir avec eux au Brésil, éventuellement. Voilà, partir avec eux au Brésil, pas retourner à l'Élysée. Non, je crois qu'il s'est vraiment accordé une pause, en fait, aujourd'hui. Moi, je nie pas son intérêt. C'est de la com, évidemment, mais je nie pas son intérêt et son goût pour le football. Moi, je suis allé souvent, comme vous le savez, notamment au stade. Il était au Grand Stade, il était toujours là. Il était toujours là, bien sûr. Et d'ailleurs, le livre d'Olivier Guès qu'on a présenté a été envoyé au président de la République. Et racontez-nous l'histoire, parce que vous me la racontiez juste avant au plateau. Oui, donc le bouquin s'appelle Éloge de l'esquive, donc j'ai mis une dédicace, je lui ai dit à un maître du genre, et c'est vrai que j'ai reçu une lettre il y a quelques jours, très sympathique, et visiblement il avait lu le bouquin, et il s'intéresse vraiment au foot brésilien et à l'histoire du dribble au Brésil. Voilà, et de l'esquive, et il avait eu le temps de le lire. Alors maintenant, je voudrais qu'on essaie de voir s'il y a des corrélations entre une situation économique d'un pays et puis les résultats de ce pays en Coupe du Monde. Les chiffres sont assez étonnants. Regardez, 1986, la France finit 3e de la Coupe du Monde, on avait une croissance de 2,3. 98, on est champion, croissance de 3,4. 2002, on finit 28e, croissance 0,9. 2006, on est 2e, la croissance était remontée. 2010, le fiasco de Naïsna, la croissance était descendue. 2014, on verra, la croissance est prévue à 0,9. Est-ce qu'au fond, quand on voit ces chiffres-là, on se dit une équipe de France en Coupe du Monde, c'est le reflet de l'état d'esprit d'une nation à ce moment-là? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai du mal à vous suivre sur ce terrain, même si j'admets bien volontiers que l'état de l'opinion, le climat qui règne dans un pays a forcément un lien, influe ou reçoit des ondes positives ou négatives avec les équipes sportives, football ou autres qui la représentent. Néanmoins, faire un lien entre les résultats sportifs obtenus et la croissance du moment, ça me paraît peut-être un peu tiré par les cheveux, bien sûr. Acrobatique, mon non, mais cher Olivier. c'est intéressant. Mais c'est intéressant de fonctionner cette corrélation. Moi, je pense qu'une des bons résultats sportifs, et notamment le football, qui est évidemment le sport le plus populaire, donne envie aux gens de sortir, de consommer, de s'amuser fondamentalement. Donc j'imagine que ça doit avoir une influence marginale sur le PIB d'une nation. Non, là, c'était pas l'influence de la Coupe du Monde sur la croissance, c'est l'influence de la croissance sur les résultats en Coupe du Monde. C'est-à-dire de l'état d'esprit, quoi. Grosso modo, est-ce qu'on est dans une situation morose, dans une société morose, où on se replie, où on sort pas de chez soi, et effectivement, à un moment donné, les footballeurs sont à l'image des Français. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Le problème, c'est que les footballeurs sont pas à l'image des Français. La plupart jouent à l'étranger, ils touchent des salaires plus ou moins mirobolants, et c'est pas l'économie qui a une influence sur leur salaire. Par contre, la Coupe du Monde peut avoir une influence marginale sur l'économie d'un pays. Et il y a probablement, c'est vrai, un lien entre le moral général, le moral global d'un pays et sans doute ses performances sportives. On peut peut-être risquer une analyse un constat de ce genre quand le pays n'a pas le moral, quand l'atmosphère est morose, quand le climat est désastreux, quand les résultats le sont, quand on est comme nous le sommes actuellement confronté à un chômage de masse. L'envie est moindre. Vous êtes en train de nous dire que votre pronostic est très mauvais? Ça, je ne sais pas. Si on voit par exemple l'Espagne ces dernières années, qui vit quand même, dont la conjoncture est très très mauvaise depuis au moins 2008. Qui s'est sublimée dans le sport et dans le foot en particulier. Qui ne cesse de se sublimer, mais on voit qu'il n'y a pas de corrélation directe. Moi, je préfère, si vous voulez,
bon, le lien est quand même assez fragile et difficile à faire. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que pendant les quelques semaines qui viennent, si les résultats de l'équipe de France sont satisfaisants, et moi je l'espère et je le crois, ça va pas nous faire de mal, parce qu'il y en a un peu marre de cette avalanche, de cette douche permanente qui nous tombe quand on fait ce métier, le métier que nous faisons tous. On est aux premières loges. C'est vrai que si on pouvait avoir une petite bouffée d'oxygène, ça ferait du bien. Et des résultats euphorisants, même si ça ne diminuera en rien, ni ne dissoudra en rien les difficultés de ce pays qui n'ont rien à voir, ça ne nous fera pas de mal. Pour conclure, Olivier Guèze. Non, par contre, il y a quand même une influence politique énorme. C'est-à-dire que le foot a pris une telle importance aujourd'hui dans les relations internationales qu'une victoire en Coupe du Monde ou un bon parcours en Coupe du Monde redonne confiance à une nation. Par exemple, aujourd'hui, le Brésil, c'est sa Coupe du Monde, mais le Brésil a des ambitions planétaires et veut s'affirmer aussi par une victoire de la Coupe du Monde. Et c'est pareil, l'Allemagne, à la fin, pour aller très vite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, a réaffirmé un peu ses ambitions, notamment européennes, après sa victoire en 1954. Donc il y a un vrai impact politique, surtout aujourd'hui, compte tenu de la dimension financière et politique de la Coupe du Monde. Ça participe de l'attractivité. En termes d'image, en termes de puissance, c'est quelque chose de très important. Les vœux peut-être un peu maladroits de Michel Platini appelant à la paix sociale seront entendus. C'est difficile de faire... Pour le Brésil, effectivement. Je pense que ça va vraiment dépendre du parcours de l'équipe du Brésil. Ouais. Si le Brésil joue bien, marche bien, je pense que les Brésiliens qui aiment tellement le foot vont quand même... S'ils arrêteront, il y aura une trêve. Sinon, on peut avoir une Coupe du Monde agitée et politique. Avec un aspect social. Un aspect politique, un aspect social, un aspect sportif. Et auquel cas, on sera un petit peu plus loin de la bouffée d'oxygène dont vous parliez. Merci, messieurs. Voilà, en ce jour férié, nous avions décidé qu'il pouvait être intéressant de faire ce comparatif et cette relation entre la politique et le football à l'occasion de la venue de François Hollande chez les Bleus. Merci.